Donc il faut être conscient quand on parle parfois d'arts qui sont super traditionnels, bah, les arts c'est vivant. Donc vous, ce que vous pratiquez, c'est pas forcément exactement ce que les gens pratiquaient à 200, 300 ou 400 ans. Mais là où l'art reste encore l'art, c'est que si on est resté d'accord sur les principes fondamentaux, après les formes peuvent changer, ils peuvent s'adapter. Ce qui s'est passé au niveau du tai chi, du yoga, et on pourrait même dire peut-être dans certaines formes la danse, c'est qu'à un certain moment, on a perdu les principes et l'orientation. Et par exemple, au moment où le Bharatanatyam devient complètement un truc de spectacle, etc., bah, est-ce qu'on est encore vraiment en train de faire du Bharatanatyam? Quand le tai chi, vous le faites pour la compétition, et que donc c'est commence à compter, c'est plus que à quoi ça ressemble de l'extérieur, et plus est-ce qu'on aligne nos principes intérieurs, etc. Ok, on peut dire que vous faites un sport qui est inspiré du tai chi, mais c'est plus vraiment du tai chi. Et donc ça, mais il y a des critères. Et donc en fait, quand certaines personnes qui s'y connaissent vous disent, bah non, ça c'est pas du tai chi, ou ça c'est pas du Bharatanatyam, ou c'est pas du yoga, c'est pas, ah, il est hautain, il porte un jugement. Non, vous avez un certain nombre de règles, de principes. Si ces règles et ces principes sont pas respectés, libre à vous d'appeler ça comme vous voulez. Mais ne dites pas que vous faites quelque chose qui est défini sur des siècles, voire des millénaires, par rapport à une certaine manière de faire. Par contre, le fait qu'on change un peu, je sais pas, qu'on rajoute un nouveau mouvement, qu'on rajoute ça ne touche à rien fondamentalement sur le tai chi. Admettons que vous avez un grand maître de certains styles de tai chi qui crée un autre style de tai chi, mais qui respecte tous les principes. Oui, peut-être que son style n'existait pas avant, mais ça va rester du tai chi parce qu'on suit en fait la grande voie. Et ça, c'est quelque chose vraiment de très important à comprendre parce que tradition signifie pas que c'est un truc qui s'est arrêté, je sais pas, il y a 2000 ans et que depuis ça s'est sclérosé. Mais en même temps, tradition signifie quand même qu'il y a quand même quelque chose qui est transmis. Donc si sur des trucs fondamentaux vous les avez enlevés, bah là quoi que vous dites et quoi que soit la chose à quoi ça ressemble, bah vous n'êtes plus dans une transmission de ça, vous êtes passé à autre chose. Et parfois sans vous rendre compte. Oui, alors je faisais, enfin je sais pas si c'est, enfin je ne vais pas dire d'actualité, mais je faisais un peu le parallèle entre la Chine et toute la période Mao qui avait un peu éradiqué tout ce qui était ancien, culturel, et je pense que tous les arts martiaux, tout ça, ça avait dû être balayé. Enfin, j'imagine. Et la période de l'Inde où ils ont été sous la tutelle anglaise, où là aussi, pour d'autres raisons, les aspects culturels de base ont été un peu évincés. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans ces deux pays-là, il y a une réappropriation de ces aspects traditionnels. Tu as une grande différence quand même entre les deux. Si tu veux, ce qui s'est passé en Chine sous la révolution culturelle, tu n'as rien d'équivalent en Inde. Si tu veux, ça a été plus... Non, parce que même les Anglais n'étaient pas suffisamment nombreux pour aller contrôler ce que font les Indiens. Oui. Tu as compris parce que les Indiens continuent à faire leur culture. Hein. Enfin, donc la culture indienne a toujours été très très vibrante. Avec un autre aspect en Inde, j'ai mis du temps pour comprendre, pour dire, intégrer. Ça fait une sacrée différence. Sans aller trop loin, mais il y a quand même quelque chose qui imprègne la culture indienne, c'est le système de caste. Donc, caste, ça signifie que c'est des groupes. Donc, il y a une profession, c'est lié, donc, et puis tu te maries à l'intérieur de ce groupe, etc. Mais donc, c'est aussi chacun de ces groupes qui va avoir en fait ses propres règles de ce qu'on mange, de ce qu'on ne mange pas, de quel Dieu tu pries, quel Dieu tu ne pries pas. Enfin, donc, et c'est très autogéré. Vous n'avez pas, comme je ne sais pas, chez les chrétiens, les catholiques, je sais pas, vous n'avez pas un pape. Non, ça n'existe pas. Vous avez, quand on dit hindouisme, il n'existe pas vraiment en tant que tel. J'ai fait tout à l'heure la remarque, si vous êtes par exemple un dévot de Shiva, les choses sont comme ça. Et vous pouvez être un dévot de Vishnu. Vous pouvez être un dévot de Ganesh. Vous pouvez être un dévot plus de Shakti, enfin de la mère divine. Donc en fait, et puis même dans votre hôtel là, le matin, si vous avez peut-être fait les arts martiaux, donc Hanuman est particulièrement important pour vous. Là, c'est le dieu singe. Donc en fait, il y a un certain pluralisme inhérent, on va dire, à la structuration de la société indienne, qui fait que, entre guillemets, chaque caste, chaque groupe est très jaloux de ces trucs et de faire son machin, parce que nous, c'est ce qu'on fait. Et les autres n'ont rien à me dire là-dessus. Et donc, en fait, d'une certaine manière, c'est comme une tolérance, parce que, lui, c'est comme ça, qu'est-ce que je vais, moi, lui dire? C'est son dharma. On a déjà entendu le mot dharma tout à l'heure.
C'est un peu ce qui maintient l'univers, ce qui maintient la cohésion des choses. Mais une des manières de traduire dharma, c'est aussi, donc pour vous, votre svadharma, votre dharma à vous, c'est votre responsabilité, c'est votre devoir, c'est votre destin, c'est votre voie. Dharma, on dit parfois dharma, c'est quelle religion es-tu? Quel est ton dharma? Donc vous avez toutes ces notions, en fait, qui sont... tout ça, c'est, on va le dire avec dharma, mais en fait, c'est différentes facettes de la notion de dharma. Donc si ton dharma, c'est d'être un intouchable, de manger de la viande, qu'est-ce que c'est ton dharma? Et pourquoi tu es? C'est ton karma qui t'a mené à une réincarnation qui doit suivre ce dharma. Et quand tu es une autre personne, je sais pas, tu es un brahman qui doit être végétarien, c'est ton dharma à toi. Tu vas pas forcer une vache à devenir carnivore. Tu vas pas forcer un tigre à devenir végétarien. Donc c'est normal qu'il y ait cette diversité. Mais en même temps, donc là où j'ai mis un certain temps, cette tolérance ou ce respect qu'on voit, enfin cette acceptation du pluralisme, mais en fait, d'une certaine manière, ils s'en foutent de l'autre. Parce que c'est justement, on n'est pas de la même nature. Enfin, le gars, il est intouchable. Donc, il n'y a pas la question, oui, mais c'est un être humain. Donc, en fait, les questions, tout le monde a égalité, diversité, etc. Non, là, c'est très clair que lui, il est tout en bas, c'est même pas un vrai être humain. Enfin, c'est plus un animal sous forme humaine. Mais c'est comme ça, c'est son dharma. Non, mais juste, j'essaye de expliquer un peu la manière de penser. Et donc, par rapport à ça, donc, les Indiens, il y a toujours eu ce côté, donc, très, ce qu'on appelle parfois sva. Donc, sva, c'est soit svaraj. Donc Raj, c'est à nouveau, c'est de se régir. Donc on se régit soi-même. Donc en fait, en Chine, non. En Chine, depuis très très longtemps, c'était le truc centralisé, l'empereur, justement par rapport à l'agriculture, c'est pour faire les gros programmes d'irrigation, etc. Il fallait une autorité centralisée, tu vois, qui organise, qui tienne chacun à sa place. Donc en fait, sans parler de la révolution culturelle, tu as toute une tradition chinoise qui est quand même très centralisée depuis des millénaires. D'accord. Tout en ayant, il y a un proverbe que m'a dit une de mes amies chinoises. Alors là, c'était par rapport à des choses qui se passaient actuellement. Je dis, mais comment c'est ça que tu peux faire tel et tel truc? On fait des choses à Shanghai. Et puis, il disait, le dicton dit, la montagne est haute, l'empereur est loin. Donc ça veut dire, oui, il y a l'empire, etc. Mais si tu ne vas pas faire certaines choses à la cour de l'empereur, voire à côté. Si tu es à 1000 km et que tu es à la montagne en dessous, tu fais ce que tu veux à la base. Et quand l'empereur vient, tu te remets dans le... Voilà. Ouais. Mais donc, ça fait une oui, je comprends mieux les différences culturelles, en fait. Et donc, en même temps, c'est pour ça que l'Inde, en comparaison, parfois je parlais avec des amis indiens, certains qui sont un peu inspirés par les Chinois. Alors, tu as le côté peut-être un peu plus centralisé, voilà. Mais en Inde, un des gros problèmes, c'est que c'est super bordélique. Parce que toi, je sais pas, tu as ton temple de ta famille et de ta communauté qui est là. L'intérêt général de dire ça serait bien de construire une route, mais donc il faudra déplacer votre temple. Ah bah non. Vous ne comprenez pas. Non, attendez, là, nous, ça fait, ça fait 400 ans tu vois, qu'on fait le truc, etc. Enfin, vous allez vous faire foutre avec votre route. Dans ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a une forme d'antinomie, entre guillemets. On sent quelque part, il y a une forme d'égoïsme par rapport à ce système de caste. Chacun égoïsme, mais pas individuel, mais de communauté. Oui, voilà. Oui. C'est pas au même niveau. On dirait qu'il y a de l'indifférence. Il y a une différence? Oui, par rapport à une autre caste. Ils ne s'inquiètent pas de l'autre, en fait. Ils ne la considèrent pas. De toute manière, tu vas te marier dans ta caste. À nouveau, les choses commencent à changer un peu. Mais oui, donc et je rajouterais que même à l'intérieur, alors parce que ça, c'est intéressant, j'ai une de mes amies, c'était ma prof de hindi, Madame Joshi. Elle a beaucoup travaillé, en fait, donc elle est du Rajasthan. Plus une autre caste au Rajasthan. Et puis elle est venue en fait s'installer à Paris avec son mari, donc dans les années 60. Elle a fait tout un travail sur les pratiques religieuses des femmes au Rajasthan. Et donc quand on dit ça, en fait, elle a eu pendant 30 ou 40 ans, elle était sur place, donc elle a vécu toutes les choses. Mais après, en arrivant en fait à Paris, elle s'est fait repérer, puis elle a commencé à donner des cours à l'INALCO, surtout de langue. Et petit à petit, elle a interagi avec les anthropologues, etc. Qui se sont rendus compte de toute la richesse de savoir qu'elle avait.
Et on dit, ça serait bien que vous fassiez en fait une thèse, un travail là-dessus. Et donc elle est retournée de manière, on va dire, un peu plus regard objectif. Donc elle a essayé de récupérer les chansons, les pratiques des femmes, etc. Et puis essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et la première chose qu'elle a très vite constatée, c'est que là-dessus, il n'y a rien d'écrit. Tous les textes officiels, tout ça, c'est en sanskrit, c'est les hommes. Mais ce que les femmes font et les rituels qu'elles font, ça n'existe pas dans les bouquins. Et puis votre mari n'en sait rien. Il y a certaines des choses que vous faites qui sont carrément, du point de vue de votre mari, c'est de la sorcellerie, que c'est même pas possible que qui que ce soit le fasse. Parce que par exemple, les femmes, on est confrontés aux problématiques des maladies pour les enfants. Donc vous avez les déités de la varicelle et les déités, mais ces déités, elles sont horribles. Mais si vous êtes une maman, vous allez aller faire le culte pour ces déités pour que vos enfants ils soient aussi en forme. Mais c'est des déités complètement intouchables et qui ne vont pas du tout. Donc les hommes, on n'en parle même pas, on ne la mentionne même pas. Et donc vous avez même, on va dire, à l'intérieur de la même famille, entre ce que pratiquent les hommes et les femmes, Madame Douchy avait dit ce mot, c'est le courant souterrain. Donc entre femmes, ça va se passer. Et puis vous avez aussi dans les rituels, il y a certaines choses, c'est les hommes et les femmes ensemble, et certaines choses, c'est que les hommes et que les femmes. Donc c'est pas uniquement maman et fille, ça peut être les 500 femmes de la communauté qui sont toutes ensemble qui vont faire certaines choses, mais aucun homme n'aura jamais mis le pied là-dedans, il ne sait ce qu'ils sont en train de faire. Donc pour te dire, toi, à quel point c'est cette histoire de auto-gestion, quelque part à un certain niveau va loin, parce que donc, même dans la même famille, c'est pas forcément que la même famille qui montre la même chose, même là entre les hommes et les femmes, il y a des choses qui sont un peu différentes. Mais ce qui est semblable en Inde et en Chine, c'est qu'il y a eu le côté colonisation. Et que là, la colonisation. Oui. Et qu'il y a effectivement pour les deux, c'était avant d'être colonisé, quand même l'Inde et la Chine, l'Inde c'était le pays de richesse par excellence. La Chine, alors c'était rigolo parce qu'il y avait même les Chinois qui sont allés en Inde pour aller chercher les textes bouddhistes pour les traduire, pour les ramener en Chine. Après les Japonais, eux, ils regardaient aussi, tout le monde regardait vers l'Occident. Et l'Occident c'était l'Inde. Donc les Chinois regardaient l'Inde, les Japonais regardaient la Chine. Donc vous avez quand même eu des centres de culture et de richesse, en termes économiques, c'était hallucinant, l'Inde et la Chine, jusqu'à ce qu'on les détruise à travers la colonisation. Donc pour eux, c'était aussi c'est de se faire bafouer dans sa dignité gravement. Et donc là, c'est vrai que depuis qu'ils sont en train de monter, il y a aussi toute cette envie de remettre en fait en avant toute leur culture, toutes leurs choses. Et c'est pour ça que vous avez un boom depuis un certain temps par rapport à l'Ayurveda, par rapport à la danse, par rapport au yoga. Tu as le Premier ministre indien qui a poussé aussi cette histoire de faire une journée internationale de yoga. Et il y a plein de choses, et en Chine, donc de repousser les arts martiaux, de repousser toutes ces choses-là. Et donc ça, c'est quelque chose qui est effectivement qui est commun. Il y a une tendance en fait de redécouvrir et de mettre en avant et de valoriser en fait tout un lait culturel qui pendant longtemps a été non, c'est inférieur, ça vaut rien. Quoique, la dernière fois qu'on avait fait cette réunion-là, tu nous avais parlé un peu du mouvement ayurvédique en Inde, et tu nous avais dit que c'était pas si clair que ça, enfin que je ne sais pas comment reformuler ça, mais il y avait une espèce de chasse à la sorcière ou de je ne sais plus comment tu nous avais dit. Au niveau d'État. Oui. Non, parce qu'à nouveau, quand on parle Ayurveda ou des médecines traditionnelles indiennes, vous avez genre les 2/3 de la population qui dépendent de ça dans leur vie de tous les jours. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de médecins modernes et de plutôt modernes pour répondre en fait aux besoins. Quand vous regardiez, donc, je crois que c'était, je ne me rappelle plus les dates, mais donc à la fin du 19e siècle, il y a les Britanniques, je crois, qui ont créé la première université, le premier hôpital de médecine moderne en Inde. Je crois l'université de médecine. Et quelques années après, ils ont créé, je crois que c'était au Bengale, la première université d'Ayurveda. Justement pour dire, attention, non, nous aussi on a. En sachant qu'à la base, à nouveau, ça pose des questions intéressantes. Si tu essayes de mettre de la méthodologie Ayurveda dans la méthodologie université moderne européenne,
c'est pas forcément évident que ça marche super bien, mais peu importe. Et donc en fait, il y a une longue histoire, parce que même l'Ayurveda reconnu officiellement, ça remonte à 150 ans, en gros. Au moment où l'Inde est accédée à l'indépendance, ils ont créé assez rapidement, vous avez le ministère de la Santé, et après vous avez à côté un autre truc qui s'appelle Ayush. Donc c'est le ministère pour Ayurveda, Ayush, Yoga, Siddha, Unani et homéopathie. Donc les premiers, c'est les différents systèmes, grands systèmes classiques de santé indienne, donc dans lequel ils rajoutent aussi le yoga parce qu'il y a le côté de yoga thérapie. Et après, pourquoi il y a homéopathie? Parce que je ne sais plus quel roi en fait s'était traité par un homéopathe qui lui avait sauvé la vie. Et donc en fait, ils ont promu aussi l'homéopathie, mais elle vient d'Europe. On parle bien de l'homéopathie. On parle de l'homéopathie en fait européenne, mais ils l'ont mis aussi dans parce que c'est pas de la médecine moderne, on va dire. Ah non, c'est Ayush. Donc ça existe donc depuis la création de l'État indien. Et moi, dans les années 2000, j'ai fait un travail sur, parce que j'étais anthropologue du droit, je m'intéressais justement aux transformations des savoirs et ce genre de choses. Donc je me suis tapé les rapports annuels sur la santé en Inde. Quand vous tapez le gros rapport de 500 pages, vous avez peut-être 2 pages sur les médecines traditionnelles. Je ne comprends pas, ils ont le ministère, ils ont tout, mais ils n'en parlent pas. On te parle des praticiens traditionnels. Ça serait bien d'avoir des contacts avec eux pour pouvoir toucher les populations villageoises par rapport à certains vaccins ou des trucs comme ça. Mais vraiment, c'est le seul angle sous lequel c'était venu. Et à l'époque, vous avez parlé avec Darshan Shankar, c'est un de mes amis qui a créé une fondation pour la revitalisation des systèmes de santé traditionnels en Inde. Et lui, justement, il était de Bombay à l'origine, il a fait ses études. Et pour un projet de développement, en tant qu'étudiant, il est parti dans un village. Et à côté de leur projet de développement, donc développons l'Inde rurale, ils ont fait une petite enquête pour savoir comment est-ce qu'ils se traitent, est-ce qu'ils ont des maladies ou quelque chose. Et là, ils ont fait un petit questionnaire. Et il s'est rendu compte que dans un village, mais vraiment le village lambda, quoi, avec pas quelqu'un de remarquable en termes de médecin traditionnel, il y avait déjà des centaines et des centaines d'herbes que les gens connaissaient, utilisaient, etc. Et donc lui, ça l'a vachement choqué parce qu'il n'avait même jamais entendu parler que ce savoir existe. Tu sais, c'est toujours les villages, il n'y a rien. C'est des pseudo-développés, il faut tout leur apporter, ils ne connaissent rien en santé, ils sont illettrés, etc. Et puis il arrive avec son projet, c'est une autre histoire qui s'est passée par rapport au projet, et lui, il a été interpellé par la richesse de connaissances et de savoir qui était là, et dont on ne lui avait jamais parlé. Donc là, en plus, on est dans les années, je ne sais pas, moi, 70 ou 80. En plus, tu t'es dit, mais attends, et alors on nous dit à chaque fois qu'on n'est rien, etc. Et on a toute cette richesse qui est là. Donc il a passé une dizaine d'années dans les villages pour apprendre. Et après, donc, il a créé en fait, cette fondation pour essayer qu'on revitalise. Et à ce moment-là, on s'en foutait. Donc moi aussi, dans les années 2000, début des années 2000, fin des années 90 en fait, et vers 2000, ça n'intéressait pas grand monde. Et j'ai interviewé différentes personnes. En tant qu'anthropologue du droit, on cherche alors c'est un problème, c'est pas les mêmes visions du monde, pas les mêmes logiques, pas les mêmes trucs, etc. Et puis il y a un gars qui me dit un truc, il me dit oui, malheureusement, oui, tu as probablement raison. Et ça s'est vérifié qu'il avait raison, mais il dit, il n'y a pas de fric. Tu ne vas pas construire des hôpitaux, des machins, c'est les plantes qui poussent, les gens les prennent, enfin toi, ça ne se vend pas. Donc en fait, jusque dans les années 2000 et quelques, encore c'était, il n'y avait pas grand-chose. Et puis tout d'un coup, ils ont commencé à faire du marketing sur l'Ayurveda. Tu sais, parce que les gens en ont marre en fait des médecines modernes avec les effets secondaires, etc. Donc c'était le truc naturel, sans effets secondaires, avec une longue tradition, machin, etc. Et tout d'un coup, ça a commencé à monter. Et vous avez certains Indiens qui sont lancés là-dedans, qui sont devenus des multimilliardaires avec ça. Et c'est depuis qu'en fait, il y a eu l'argent qui est rentré dedans, même maintenant, même ils voulaient juste faire du tourisme en Inde, on va tout de suite vous proposer tourisme, bien-être, Ayurveda, machin, etc. Enfin, c'est devenu le truc comme... Mais il y a encore 25 ans, ça n'intéressait personne. Et donc en fait, il y a le côté que effectivement, donc les États veulent mettre en avant certaines choses,
Mais après, il y a aussi il y a tout un engouement par rapport à ça. C'est traditionnel, c'est spirituel, c'est un peu... voilà. Donc il y a tout un marché en fait qui a pris un essor mais considérable et qui fait qu'il y a aussi ces choses, donc en fait, d'une part, qui deviennent plus accessibles, mais aussi qui deviennent de plus en plus n'importe quoi. J'avais fait des interviews à l'époque, je voulais travailler après sur l'institutionnalisation plus particulièrement du yoga, parce que je connaissais un peu plus de l'intérieur. Donc j'avais fait des interviews avec des pratiquants de yoga et des gens qui faisaient des cours du soir, enfin pour adultes, pour le yoga. J'ai fait quand même pas mal d'interviews. Et en fait, avec les personnes, je dirais d'avant, même le yoga, ça n'intéressait pas trop en Inde. Là, je parle de yoga physique. C'est un peu mal vu, c'est des fakirs, c'est des trucs, c'est pas très très bien vu en fait. Et c'est quand c'est devenu le gros truc énorme aux États-Unis, en Occident, finalement, c'est revenu en fait en Inde et puis ça a commencé à se développer plus. Ouais. Et donc moi, les personnes que j'ai interviewées qui étaient avant les années 2000, voilà, allez, on va dire avant 2000, la plupart qui sont profs de yoga, c'était des personnes en fait qui avaient des problèmes soit psychologiques ou physiologiques et qu'ils ne trouvaient aucune réponse à leurs problèmes et qui sont tombés sur le yoga, qui ont pratiqué, qui ont vu que ça faisait des effets et qui sentaient vraiment, qui ont approfondi de plus en plus et qui se sont dit je dois rendre, je dois donner à d'autres personnes aussi ça. Donc c'était un peu vraiment pour beaucoup, je dirais une majorité des personnes que j'ai interviewées, c'était ça, c'était vraiment une démarche personnelle qui a transformé en fait les personnes et qui leur a donné cette envie en fait de il faut que je partage avec les autres. Là, quand j'ai interviewé, pourquoi vous faites cette formation de yoga? Ah bah parce que ça peut donner un bon job. Ok. Et tout de suite, mais donc, vous voyez comment le job, bah oui, ça permet de travailler dans les hôtels. Et donc en Inde aussi même on peut voyager après parce que je sais pas les hôtels là en Asie donc ils cherchent des profs de yoga et là alors ils n'étaient pas du tout et en plus on est indien donc, ils recherchent des profs de yoga indiens. Moi je peux faire 20 ans de yoga mais je suis un blanc donc j'ai mis tout le temps voilà et si je suis indien même j'ai fait 3 mois en fait, tout de suite ça va c'est comme les 6 mois tu as 6 mois et tu enseignes ton tai chi tout de suite ça va rajouter une crédibilité tu vois, à premier abord tu vois. Donc il y a eu vraiment une transformation aussi tu vois, de ces arts par rapport à tout ce contexte on va dire d'institutionnalisation de commercialisation. Il y a les fédérations qui se mettent dès que tu mets des fédérations, tu veux organiser, tu veux des standards de qualité, donc après tu veux avoir des curriculums, tu veux avoir... Et tout ça, c'est des choses où tu veux standardiser en fait des pratiques, alors que toutes ces pratiques d'art traditionnel, à la base, Guru Shishya Paramparai. C'est toujours une tradition, un gourou, un maître et un élève. Et donc on passe de quelqu'un qui enseigne à quelqu'un qui est enseigné. Il n'y a pas le concept à la base de faire un cours là, standardisé qu'on va faire à 1000 personnes. Non, c'est à chaque fois on travaille avec un être humain. Et souvent, dans le passé, c'est carrément tu vas aller habiter chez ton maître pendant tes tout petits, tu vas habiter chez lui pendant 7 ans ou 10 ans. Ou tu vas au monastère, tu resteras au monastère, je ne sais pas combien de temps. Donc, toi, donc on s'imprègne aussi justement de tout le mode de vie ou de toute la voie en fait, qui est autour. Donc, voilà, donc ça, c'est des choses où on se rejoint. Mais vous regardez chez nous, moi, mon grand-père, il avait fait forgeron. Il voulait faire, après il n'a pas pu le faire, mais il aurait aimé faire le compagnonnage. Oui. Mais voilà, c'est pareil. C'est quand on connaît l'artisanat traditionnel, il y avait aussi, c'est pas uniquement un métier. Ça existe encore. Oui, mais tout à fait. Ça existe encore, le compagnonnage. Et ça reprend, en fait, maintenant un peu. Oui. Et donc, c'est juste pour dire que cette idée que des choses sont des voies, etc., ça existe aussi chez nous quand on commence à regarder. Et à nouveau, c'était beaucoup éradiqué par le côté industrialisation de ces productions de masse, taylorisation et ce genre de choses. Mais ça existe et certains, justement, continuent à vouloir le faire vivre, à vouloir le faire revivre, etc. Mais après, en même temps, tu as des réglementations qui sont là. Donc, il faut quand même avoir maintenant des diplômes, etc. Donc, il faut quand même... Voilà. C'est des problématiques qui sont un peu universelles. Oui, c'est un peu contradictoire. Il y a des parallèles. Ouais, c'est des parallèles, mais des fois, ça fait des freins. Ça enlève le côté un peu spontané de toutes ces démarches. Non, c'est pareil.
Et donc je dirais, l'autre réponse, alors, Comment je le filme? je me suis retrouvé en Inde un peu par hasard. C'est vraiment, moi, c'était plus la Chine qui m'a intéressé. Et c'est juste qu'à la fin de mes études, j'avais l'occasion de partir une année pour faire du droit international à Delhi. Donc ça m'intéressait, mais je n'avais pas d'attirance particulière pour l'Inde, en fait. Et après, quand j'ai commencé à approfondir un peu donc les deux, l'Inde et la Chine, ben, il y a des choses qui sont quand même assez différentes dans la manière de travailler. Et donc c'était quoi? C'était en 2002 ou quelque chose comme ça que j'étais parti la première année en Chine, donc à temps plein. Et c'est vers 2005 en fait que je suis allé à Pondichéry pour mon travail. Je passais quelques mois par an à Pondichéry, l'Institut français de Pondichéry. Et c'est là que je faisais aussi du Bharatanatyam et puis du yoga et des choses comme ça. Et pour moi, au début, même dans le ressenti, c'était pas tout à fait compatible en fait. Donc j'aimais bien quand j'étais en Inde, je faisais mon yoga, et puis après je refaisais le tai chi, mais j'avais du mal à pratiquer les deux en même temps. C'était pas tout à fait la même manière de travailler. Et après, à un certain moment, pour moi, il y a eu un déclic, mais vraiment dans le ressenti, et depuis ce moment, c'est très complémentaire pour moi. Mais j'ai eu toute une phase où je les ai vraiment sentis un peu opposés. Alors maintenant, sur le côté arts martiaux, donc quand j'ai passé ma première année en fait en Chine, pourquoi je suis allé en Chine? Parce que j'ai fait le karaté en fait quand j'étais petit. Parce que chez nous, les arts martiaux, bah, dans les années 70-80, il y avait karaté, judo, boxe, aikido, c'est tout. Il n'y avait pas comme de nos jours tous ces autres arts. Et tu n'avais même pas accès, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas. C'était vraiment limité. Alors on voyait du kung-fu dans les films de Jackie Chan, etc. Mais à la base, tu ne pouvais pas apprendre du kung-fu. Il y avait kung-fu. Il y avait la série kung-fu, tout à fait. Ah, t'as vu les films qui sont passés? T'as vu les deux films qui sont passés la semaine dernière sur comment il s'appelle cet acteur là de kung-fu justement là, qui déclare la guerre à une autre école, machin, etc. Là, tu me décris genre 90%. On en parlera après. On en parlera après. Bruce Lee. Bruce Lee. Oui. Oui. Mais donc on voyait, mais on ne pouvait pas pratiquer. Donc on veut dire un peu par défaut, ben moi c'est le karaté que je faisais. Mais le karaté, il vient du kung-fu en fait chinois. Apparemment dans les caractères, même la manière dont c'est écrit avant, T c'est la main. Et kara, donc l'ancien idéogramme, c'était le nom japonais pour la Chine, les dynasties chinoises, donc c'était la main de Chine. Après ils ont remplacé l'idéogramme avec kara qui veut dire vide. C'est venu après la voie de la main vide. Donc quand j'étais allé en fait en Chine, je me dis ben tiens c'est super intéressant. Je veux aller aux origines. Donc en fait le karaté c'est plus dans les traditions de Shaolin. Donc je dis ben, il y avait cette académie justement de Shaolin au nord de la Chine. Donc je suis allé dans cette académie de Shaolin. Et il se trouve qu'il y avait un maître, c'était un vieux maître, qui enseignait autre chose. Qui était du Baji Chuan, et en fait il venait de Bhoutan. À l'époque ça je connaissais pas, mais c'est juste ce qu'ils pratiquaient, je préférais. Parce que je voyais les gars, ils étaient toujours pendant 1 heure le matin, ils bougeaient pas, etc. Je préfère ça, je sais pas, j'ai une attirance plus pour ça. Donc c'est là que j'ai commencé en fait à dévier sur les arts de Bhoutan, qui m'ont mené après à faire ce que j'ai fait. Et donc en fait les origines du karaté, c'est dans les arts de Shaolin. Mais vous savez d'où viennent les arts de Shaolin? Tu vas nous dire. Merci. Oui, mais ça vient d'où? De l'Inde. Ça vient de l'Inde. D'accord. C'est en fait, il y avait un prince au sud de l'Inde qui s'appelait Bodhidharma. C'était au 5e siècle après Jésus-Christ. Bravo. Et en fait, ce moine, son maître à lui a prédit que s'il restait en fait en Inde, il raterait sa vie, que donc son rôle c'est de faire le missionnaire et d'aller en Chine. Donc en fait, et Bodhidharma était, avant de devenir moine, c'était un prince. Donc il a eu toute l'éducation aussi des arts martiaux, enfin tout ça. Et il va en Chine, il est reçu par l'empereur, et puis l'empereur lui veut se faire mousser un peu et dit regardez comment tous les temples que j'ai construits, etc., etc. Et en gros, t'as Bodhidharma qui n'est pas très diplomate et qui lui dit en gros, c'est pas parce qu'on construit des temples qu'on a compris quoi que ce soit au bouddhisme, un truc comme ça. Tout ça c'est. Et l'empereur n'a pas trop apprécié, donc il s'est fait un peu exiler la campagne.
Et il arrive donc dans un petit monastère qui est à côté d'une petite forêt. Les petites forêts, c'est Shaolin, c'est la petite forêt. C'est le temple de la petite forêt. Et là, donc, il y a une grotte. Et donc en fait, il s'est installé, je crois, c'est pendant 7 ans pour faire une retraite de méditation dans la grotte, dans laquelle il serait à l'origine du thé. Parce que alors ça, c'est dans le folklore du thé, c'est ce qu'on raconte. C'est en fait qu'il méditait face à son mur, de temps en temps, il s'endormait. En fait, il avait ses paupières qui commençaient à tomber, puis commençaient à somnoler un tout petit peu. Et donc, en fait, qu'a-t-il fait? Parce que le gars était motivé dans sa méditation. Il s'est arraché ses paupières pour qu'elles ne puissent pas retomber, et il les a jetées. Et ces paupières, en fait, ont donné après l'arbre de thé. C'est pour, voilà, c'est de là que viendrait le thé. Donc, de toute manière, il pratique pendant 7 ans. Et après, quand il a terminé son travail, ça devait dégager quelque chose. Donc, en fait, il y a les moines locaux qui l'ont élu supérieur de leur temps. Et là, en fait, il a pris 2 mesures. Il faut voir qu'à l'époque, on est vraiment dans ce moment de traduction. Les moines qui allaient, en fait, on allait prendre des textes en Inde, puis on les traduisait, on les recopiait. Un peu comme les moines copistes chez nous, la même chose, donc c'était beaucoup ça. Donc Bodhidharma, qu'est-ce qu'il constatait? C'est que, les moines n'étaient pas en très bonne santé, parce que de passer tout ton temps à écrire, etc. Et la deuxième chose, c'est qu'en termes de pratique, c'est juste pour dire, c'est pour pratiquer. C'est bien beau, toi, de faire ton philo, mais à la base, c'est la pratique. Donc apparemment, Bodhidharma, il était un peu dans le même truc. Donc il disait non, ce qui est important, donc ça c'est le 7e branche de yoga qui est, la Bible va nous le dire, la méditation, et qui s'appelle en sanskrit, Alexandra va nous le dire, dhyana. Donc en fait, il a dit non, il faut à nouveau mettre l'accent sur la méditation dans la pratique. Donc, dans le temple de Shaolin, la tradition elle sera basée sur Dhyan. Les Chinois, pour le prononcer, c'est devenu Chan. Et le Chan, quand il s'est exporté au Japon, c'est devenu Zen. Donc en fait, quand vous dites Zen et je suis Zen, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est je suis méditation. C'est la mauvaise prononciation de Dhyan qui veut dire méditation. Donc en fait, on sait que le temple de Shaolin, on l'associe tout de suite aux moines guerriers, etc. Mais c'était le grand centre d'où s'est propagé le bouddhisme Chan dans toute la Chine. Enfin, il faut bien, on oublie ça, parce qu'on est, mais vraiment le bouddhisme Chan, c'est Bodhidharma qui a développé, qui a lancé là-bas. Alors, je voudrais revenir sur l'aspect central. Non, la révolution culturelle. Oui. Pendant la période des révolutions culturelles, c'est même pas que les arts martiaux. Et tu t'intéressais à n'importe quel art. Donc tu étais un lettré, tu étais un parasite de la société. Et donc ça, au meilleur des cas, tu te faisais rééduquer. Ou sinon, toi et ta famille, tu te faisais massacrer et tuer. Donc c'était radical et ça a quand même duré, tu vois, pendant des années. Et moi j'ai rencontré un gars, un maître de Pakwa, de commencer à travailler un peu, mais après on n'a pas travaillé plus. Lui, quand est-ce qu'il a appris son Pakwa? Déjà aussi, ça relativise un peu les choses, c'était pendant la révolution culturelle. Parce que c'était tellement le bordel dans le pays, en fait, il n'y avait pas de travail, etc. Mais en fait, le fait de le faire, on l'aurait chopé, il serait mort. Donc aussi, quand on dit, est-ce que là on a les moyens ou quoi que ce soit, si vous voulez vraiment faire un art qui vous tient à cœur, il n'y a rien qui peut vous empêcher. Peut-être que vous êtes obligé après d'être secret, de faire attention avec qui vous le partagez, etc. Mais je veux dire, dans la tradition, partout, ça s'est toujours fait. Et donc en fait, même pendant la révolution culturelle, il y a certaines personnes qui ont continué à pratiquer certaines choses. Et d'ailleurs, quand on a réouvert la Chine, c'est hallucinant comment certains rituels et des trucs mais se sont remis en place, mais genre pratiquement comme ça. Donc c'est qu'il y avait des gens qui avaient quand même aussi gardé. Et puis au moment où les Chinois en fait ont commencé à ouvrir, ça c'est intéressant. Ça c'est le côté chinois organisé. Ils ont lancé des commissions, tu sais, ils ont envoyé partout
des gens avec les caméras pour aller récupérer, retrouver les vieux maîtres et les filmer. C'est un peu faire un travail ethnographique en fait, c'est avant que ça se perde, que les maîtres meurent, etc. Mais n'empêche qu'il y a eu une grosse coupure donc, dans la révolution culturelle. Et même avant ça, pourquoi on parle de la révolution des boxeurs? Les boxeurs, en fait, c'est les pratiquants d'arts martiaux. Et quand ils se sont révoltés, c'est quoi donc les pratiquants d'arts martiaux? Souvent, c'est à l'intérieur des différentes sectes secrètes, la secte du lotus blanc. Regardez, il était une fois en Chine, là, les trois premiers volets avec Jet Li. Magnifique. Vous rentrez un peu dans ce monde-là, à cette époque aussi, justement, au début du XXe siècle. Et donc, en fait, c'est qui a résisté en fait, à l'oppression, etc. Très souvent, c'est les sociétés secrètes dans lesquelles il y avait aussi des arts martiaux. Donc, les gars, non seulement ils étaient contre, mais ils savaient se battre. Et donc, avant qu'il y ait les armes à feu, ils savaient se battre. Et lors de la révolte des boxeurs, ils se sont pas mal fait décimer parce qu'ils pensaient que le Qigong allait les protéger aussi contre les armes à feu, etc. Et puis, non, ça n'a pas marché. C'était un peu catastrophique. Mais donc, c'est le gouvernement chinois. Mao était bien conscient de ça. Donc, en fait, au niveau de la Chine, on a interdit la pratique des vrais arts martiaux. Et c'est là qu'on a créé, justement, en même temps, il fallait donner quelque chose, parce que c'est tellement central qu'il faut... donc on a créé ce qui est devenu... C'est comme les Russes avec la vodka. Tu peux pas Tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu peux pas leur supprimer la vodka. Voilà. Et donc là, on a créé le wushu, donc qui est du sport basé sur les arts martiaux. Parce que vous voyez là les formes super acrobatiques, donc wushu. Et donc ce que vous voyez souvent dans les films, les trucs super acrobatiques, ça c'est wushu. C'est inspiré des différents arts martiaux, mais à la base c'est comme si vous aviez de la gymnastique rythmique, où au lieu d'avoir des cerceaux, vous avez les épées, vous avez les trucs, et puis c'est inspiré effectivement des différents styles. Donc tout le côté martial en tant que tel, il a été un peu enlevé. Parfois, souvent, tout le travail aussi interne, etc., il a été enlevé. Mais en même temps qu'ils ont fait ça à grande échelle, le gouvernement n'est pas fou. Hein. Donc eux, pour ces gardes du corps, ils sont quand même gardés des gens qui connaissaient. Mon maître, donc, au début, je n'étais pas trop sûr, mais là maintenant, j'ai vérifié, donc c'était vrai, apparemment. Donc, c'était une barbouze avait été garde du corps de Mao. D'accord. Et Mao faisait tourner en fait ses gardes du corps. Parce que pareil, pour pas... je sais pas, tous les mêmes, je sais pas quoi, tu les faisais tourner. Et il se faisait recruter un peu apparemment en tournoi aussi, un peu, tu sais, où tu prenais les meilleurs, et puis tu voyais qui était... Donc quand même, j'ai quand même eu Long Shifu comme maître, tu vois, qui était quand même... voilà. Et en termes de médecine aussi, donc tu avais des personnes là, dans les hôpitaux militaires chinois, mais des gars en fait d'un niveau de Qigong et des trucs absolument hallucinants. Officiellement, tu sais même, enfin, à l'époque, tu savais même pas que ça pouvait exister. On avait essayé un peu de diminuer les choses. Et donc maintenant, ça fait un certain temps, effectivement. Sauf pour une élite. Sauf pour une élite. C'est ça, tu gardes ça parce que tu vois la valeur de la chose, mais justement tu n'as pas envie que tu as plein d'indépendants qui avec un esprit super fort, le truc d'arts martiaux, etc. Et maintenant, petit à petit, à nouveau, c'est en train de rechanger un peu, mais à nouveau, il y a eu quand même tellement d'influence de cette modernité qui a fait que une grande partie des arts martiaux chinois en Chine ont perdu de leur côté efficace et de leur côté art martial au sens profond. Je ne dis pas que ça n'existe plus, mais ça a un peu c'est devenu moins. Après, il y a un autre truc, quand tu observes les Chinois et les Japonais, c'est... alors à nouveau, il y a eu des transformations, mais par exemple, le karaté tel qu'on le pratique, la génération des maîtres qui ont formé là, les maîtres que moi je connais, c'est que les gars, ils étaient jeunes lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ils avaient une espérance de vie de 30 ou 40 ans, qui sont envoyés en kamikaze, etc. Donc c'était le truc, on s'entraîne comme des gros malades, tu pensais pas à préserver ta santé pour quand tu as 80 ans.
Ça, c'est vraiment comment tu arrives en fait à bâtir de l'efficacité de manière très rapide, etc. Puis c'est le côté martial. Que dans les arts chinois, ce que je vois, surtout dans tous les arts taoïstes, il y a toujours, ils te le disent encore maintenant, et je crois que c'est pas uniquement une excuse, c'est de dire, oui, c'est art martial, c'est pour se défendre, mais d'abord se défendre contre la maladie. L'art martial, c'est d'abord pour être en bonne santé. Donc on va d'abord te faire travailler tous les trucs de base pour renforcer le corps, pour faire circuler, pour faire tout ça. Et on va prendre par exemple du temps. Quand j'étais la première année avec Long Shifu, tu passes la première année, tu es là, tu tiens tes postures, tu fais tes machins. Après, il y avait un ancien qui était là-bas déjà depuis à peu près, je sais pas, 2 ans ou 2 ans et demi. Donc en fait, à peu près, ça doit dépendre de ta rapidité de progression. Après une bonne année de ses pratiques de base, mais il avait commencé en fait à frapper sur les sacs. Tu prends des sacs plus lourds, etc. Mais il passait pratiquement ses journées, il continuait à faire les qigong, et puis après tu passais tes journées à taper les sacs. Et après il est passé de taper les sacs à taper les arbres. Donc après il tape les arbres. Et après, après 2 ans et demi de tout ça, c'est là que Long Shifu a commencé à lui montrer le travail d'application à 2. C'est après 2 ans où tu fais tu fais des formes, tu fais du conditionnement. Et attention, là, on parle de 12 heures, 14 heures par jour de travail. Donc, on considère qu'il faut d'abord transformer le corps, il faut donner la santé, il faut donner tout ça. Et après, on va aller sur le côté plus combat. Voilà. Que dans les trucs japonais, vous avez votre premier cours, dès le premier cours, vous faites du judo, vous allez déjà faire avec un partenaire, le karaté, vous allez faire avec une communauté, vous allez travailler. Donc l'approche est un peu différente. Donc il y avait toujours cette idée de comment tu arrives à durer longtemps. Comment est-ce que même avec ton entraînement, comment est-ce que tu arrives en fait à maintenir une bonne santé, comment est-ce que tu arrives aussi à être efficace même si tu as 50, 60, 70, 80 ans. Et je dirais que ce qui s'est passé récemment, parce que d'une part, dans le wushu, c'est pas forcément très bon pour la santé, parce que c'est des trucs acrobatiques. Donc, tu sais, quand tu fais des triples sauts pour briller avec un pied, que tu atterris sur une jambe. J'étais pendant 2 mois à l'université sportive de Pékin. Ils ont organisé une compétition. Rien que dans la matinée, il y a 3 ou 4 gars qui sont partis sur le brancard. Et là, c'est en faisant forme solo, c'est même pas à 2. C'est juste parce que c'est réception, etc. Donc, ils se sont cassés très abîmés, évidemment, les genoux, etc. Et sinon, dans les trucs qui sont plus tai chi, oui, vous commencez à commander déjà les dessins. Et les jeux qui sont plus tai chi, c'est vrai qu'on a mis beaucoup plus en avant ta santé. Et donc même le système, la forme mentale qu'on a fait avec les anciens, c'est une forme simplifiée de tai chi que des maîtres de tai chi ont mis ensemble dans les années 40 pour pouvoir enseigner en masse à l'école, à l'armée, etc. Pour avoir en fait un peu prévention de soins, pour apporter la bonne santé aux gens. Donc on a fait une forme simplifiée avec les principes qui font bien travailler. Mais donc voilà, c'est simplifié. Donc les principes sont bons, c'est correct, mais c'est pour que ce soit quelque chose qui a les principes, qui fait du bien, mais en même temps que tu puisses enseigner en masse. Tu n'as pas tellement de détails qu'il faut que tu sois vraiment un à un. Tu peux être devant et puis tu as 200 personnes qui suivent avec toi en même temps. Dans le Qigong, pareil. Dans la médecine traditionnelle chinoise, aussi. Donc, c'est rentré dans le système moderne, mais ce qu'on appelle médecine traditionnelle chinoise, MTC, Traditional Chinese Medicine, TCM, c'est en fait l'ancienne médecine qui a été passée à travers le cadre moderne. Donc en fait, on a enlevé tous les trucs superstitieux, on a enlevé tout ce qui est astrologie, on a enlevé tout ce qui est les incantations, on a enlevé toutes ces choses-là, on a enlevé. Donc on a gardé les méridiens, on a gardé les points, mais on n'a pas gardé les différents esprits qui habitent dans tes organes, on n'a pas gardé toutes ces choses-là. Donc parfois, si vous voulez ça, donc il y a des médecins encore qui connaissent et qui pratiquent. Là, par exemple, dans l'acupuncture, si vous étiez un médecin d'acupuncture avant, il fallait connaître Qigong. Parce qu'il faut bien savoir aussi énergiser vos aiguilles, puis il faut pouvoir sentir l'énergie de votre patient. Donc vous avez un certain nombre de grands médecins chinois qui sont des grands pratiquants d'arts martiaux, surtout internes. Surtout, il y a la connaissance de comment ça fonctionne, qu'on peut utiliser pour l'art martial,
mais on peut l'utiliser pour guérir. Et certainement, ça s'est déconnecté. Donc, ça s'est déconnecté au niveau de l'acupuncture, parce qu'à un certain niveau, les points ça marche, les aiguilles ça marche, donc même si vous ne faites pas le reste, on a commencé un peu à l'oublier. Et même dans le tai chi, dans le qigong, vous avez maintenant des générations qui sont formées, il n'y a plus rien, ils n'ont plus le ressenti parce qu'ils n'ont pas fait le travail. On dit, c'est le qigong du cœur, c'est le qigong du foie, ok, parce que j'ai appris telle gymnastique et ça fait ça. Mais tu le sens pas? Bah non. Ah oui, mais à l'époque, les maîtres, c'était différent, je sentais certaines choses. Mais en fait, ils avaient une manière de ressentir ce que maintenant, c'est des impulsions électriques. Non, je suis désolé, vous sentez le chi quand vous travaillez. Après, vous définissez comme vous voulez, mais c'est le truc qui marche. Enfin, c'est basé là-dessus. Donc vous rencontrez une réinterprétation, parfois des anciens textes et des trucs. On va dire, on prend le qigong, on ressent rien du tout. On ne sait pas trop comment eux ils ont fait pour ressentir. Mais là, on a fait certains tests, on voit qu'effectivement, je sais pas, il y a plus de conductivité, donc apparemment, il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau nerveux. Et on te dit, en fait, eux, ce qu'ils ont appelé chi, c'est l'impulse qui passe dans le nerf. Et dans les travails à deux, vous avez ces trucs que parfois on se moque un peu. Ils sont là, ah, je le sens, tu le sens, je le sens, etc. Oui, mais ça marche, vous sentez des trucs. Voilà, justement, vous sentez quoi. Donc c'est très intéressant. Donc là, prenez la parole. Là, moi, je termine d'abord ma bruschetta parce que sinon je vais faire des histoires.